Bonjour à tous, on est venu ici au Vivatech pour poser quelques questions aux startups, aux influenceurs du recrutement. Et l'objectif, c'est leur poser des questions sur l'avenir du recrutement, sur comment le recrutement est une problématique pour des startups, de quelle manière en tout cas c'est une problématique, comment ils imaginent l'avenir, comment l'apport de l'IA peut répondre à tout ça. Le but, c'est aussi rencontrer des startups qui ont réussi et qui nous partagent eux aussi leurs meilleures pratiques et ce qui ont fait que du coup ils ont réussi à performer, à grandir, et comment ils voient le scale et comment ils analysent la réussite du scale de leur société. Voilà, allez-y. Allez-y. Attends. Allez-y les loulous. On est parti. Donc on va essayer de voir tout ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les sociétés galèrent toujours à recruter, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui plus de 60% des startups notamment indiquent que c'est un sujet qui sera difficile pour elles et qu'elles l'intègrent de cette manière? Mon sentiment que ce qui manque, c'est la raison pour laquelle les cabinets de recrutement existent. Ce qui est dur, c'est on veut recruter telle personne, mais en fait on ne sait pas exactement quelle va être la fiche de poste, on ne sait pas sur quels critères, on veut évaluer les personnes qu'on rencontre, tout ça c'est flou. Et d'ailleurs, de ce que je comprends moi de cabinet de chasse, en fait le plus dur c'est quand tu as un client qui ne sait pas ce qu'il veut. Exactement. Voilà. Et là ça peut être très compliqué. Et donc l'IA, je pense, peut résoudre plein de problèmes de workflow, de process, streamliner différentes opérations, s'assurer qu'on a bien validé certaines compétences. Encore faut-il que quand même en amont, on ait identifié les compétences qu'on souhaite rechercher. Donc je pense que le bloqueur, c'est d'être sûr que oui, on sait ce qu'on veut, on sait le type de personnes qu'on veut recruter, et est-ce qu'on veut s'affranchir de certains biais qu'on a. Voilà, encore une fois, sur l'IA, vous voulez recruter des profils, des data scientists, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ouais. Donc est-ce que vous êtes en mesure de dire, en fait, je vais peut-être faire un pas de côté, recruter ce type de profil, et je vais faire le pari de les former pour qu'on aille au bon niveau. Et comment je fais marcher ça dans un système aussi sophistiqué soit-il. En fait, l'IA, c'est avant tout quand même à la base, pour moi, vraiment quelque chose qui marche avec un input humain et du coup un output derrière. Et la qualité de l'output dépend quand même beaucoup de la qualité de l'input, et pour moi, c'est critique. Tu disais tout à l'heure que les sociétés savent ce qu'elles recrutent et elles savent combien de personnes elles recrutent. La question un peu provoque, c'est est-ce que tu crois vraiment que les sociétés le savent vraiment, ou est-ce que justement elles n'ont pas besoin un peu plus de méthode, et des fois elles manquent aussi de clairvoyance sur comment elles s'organisent, combien de personnes elles ont véritablement besoin? Ouais, c'est sûr, mais en fait surtout je pense que personne ne le sait. Enfin, on vit dans un monde qui va beaucoup trop vite. Okay. Et donc je sais pas si un plan de recrutement il a une validité au-delà de 6 mois en vrai. Et d'ailleurs je pense que c'est même risqué de se dire que voilà, on a un plan de recrutement sur 2 ans, on va l'appliquer à la lettre. A priori le business va changer, le contexte va changer. Donc c'est très fréquent. Je pense que ce que peut permettre l'IA, c'est de raccourcir le temps de recrutement. Concrètement, toi, en tant que CEO, si tu avais une société qui t'apporterait davantage de méthodologies et des façons de recruter qui soient meilleures, qui te permettraient d'être plus efficient, plus efficace, est-ce que ça t'intéresserait davantage que d'avoir purement des cabinets qui sont là pour trouver un talent, mais peut-être ce talent, il n'est pas complémentaire avec l'équipe que tu as aujourd'hui ou autre? Je trouve que les deux sont importants, et je pense que les deux d'ailleurs peuvent être faits par potentiellement la même personne. Je pense qu'en fait, ce qui est intéressant aussi parfois de travailler avec des partenaires, c'est que en fait, parfois, on a besoin de se faire challenger. Ouais. Parce que parfois, on est dans une routine, on veut recruter comme on a recruté avant. Ça fait du bien d'avoir des gens qui disent « Ah, nous, on a vu ça. On a vu ça dans certaines boîtes. On a vu d'autres types de profils. Est-ce que ça vous intéresse pas de revoir un peu différemment ?» Et je trouve qu'un recrutement quand même un peu réussi parfois avec un cabinet de chasse, c'est aussi c'est le candidat que toi, tu n'avais pas prévu en tant qu'entreprise. Okay. Le candidat que tu rencontres parce que tu as confiance quand même dans ton cabinet et le mec te rend, et tu dis « Ah, okay. Ah ouais !» Donc le cabinet, pour toi, c'est plus la société qui va te challenger et t'apporter le plus que tu n'aurais pas forcément vu. C'est un peu la personne extérieure qui va te permettre de poser le regard à des endroits où tu ne les aurais pas forcément posés. Moi, je trouve qu'on sous-estime ce rôle. Ouais. Et que dans le recrutement, on a besoin d'être constamment challengé, en particulier parce qu'en fait, c'est dur de recruter. C'est dur d'identifier les compétences attendues pour tel rôle, surtout quand c'est des nouveaux rôles. C'est dur de savoir si ce que la personne a fait avant, c'est vraiment un indicateur fort de ce qu'elle va faire plus tard, en fait. Ouais. Et donc de ne pas être uniquement tout seul autour de la table, parfois, je pense que ça peut être extrêmement utile. Sandrine Dacosta, je suis directrice des ressources humaines. Dans les ressources humaines chez Scaleway, on a le département services généraux, le département RH
et la communication interne. On ne garde pas une méthode but en blanc et tout le temps, on la re-challenge en permanence. Et je dis ça parce qu'en fait, on est capable de la re-challenger tous les 3 mois, tous les 6 mois en fonction de la dynamique qu'a l'entreprise, en fonction des objectifs qu'on a aussi en face. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, une personne qui postule chez Scaleway va préférer vous rejoindre plutôt que de rejoindre une autre société? Alors, pour beaucoup de choses, et j'en ai 2 déjà à citer. La semaine dernière, on a gagné 2 trophées. On a gagné un premier trophée qui est sur la qualité de vie et conditions de travail. Et deuxième point, on a gagné un autre trophée sur l'innovation RH. Mais pour aller un petit peu plus loin, en fait, généralement, les équipes, quand on leur demande qu'est-ce qui te plaît chez Scaleway, c'est les projets. On a la chance chez Scaleway de travailler sur des projets très innovants, très récents. Et la plupart, en fait, nous rejoignent beaucoup pour ça. C'est vrai que l'accent, on le met énormément sur la marque employeur, mais il faut aussi ne pas se le cacher. On a eu un moment un petit peu compliqué où il a fallu réembarquer les équipes. Quand une entreprise grandit, il y a quand même un certain nombre de changements qui ont lieu. Donc ça a créé quand même un challenge à pouvoir remotiver les équipes, à les embarquer. Et aujourd'hui, après tout le travail qu'on a délivré, on arrive à justement créer cette dynamique qui va dans le bon sens. On arrive à très bien recruter. Donc voilà, évidemment, les process sont aussi au cœur de tout ça pour pouvoir garantir que ça fonctionne, sinon ça devient compliqué. Mes problématiques, on va dire, sur la partie recrutement, on a pas mal d'entrants. Tant mieux pour nous, mais du coup les problématiques qu'on va avoir dans l'entrant, c'est qu'on va avoir un peu des profils qui vont pas forcément correspondre au niveau de la stack technique. On a une stack assez spécifique quand même chez Scaleway. On arrive quand même à avoir un bon taux de retour au niveau de notre chasse sur les profils. Comment toi, personnellement, tu imagines le recrutement dans 5 ans? C'est une très bonne question. Je pense que même si les nouvelles technologies arrivent, on en a toujours une nouvelle technologie, mais quand je dis ça, c'est l'intelligence artificielle. Même si elle arrive et qu'elle va aider, il est néanmoins très important de garder l'humain. Parce que l'humain ne sera jamais remplacé par des machines. Donc quoi qu'il arrive, il faudra faire très attention à ça et garder toujours un cœur à ce que l'humain prenne une place aussi dans les recrutements. On a énormément d'automatisation, ça passe par notre SIRH, ça passe par notre ATS, ça passe par aussi le chatbot qu'on a débloqué en interne. Donc c'est beaucoup de choses qu'on met en place avec le peu de monde qu'on est, mais justement aussi pour gagner en efficacité. Est-ce que d'ailleurs vous avez aussi des RPO, aussi des cabinets, aussi de l'interne, et comment ça fonctionne l'arbitrage par rapport à tout ça? Des RPO, on a eu pendant longtemps. Moi, je suis arrivée fin 2021, c'était l'hyperscaling de Scaleway. Et on travaillait du coup dès janvier 2022. Surtout 2022, le dernier RPO a fini là, je pense que c'était en janvier 2025, parce qu'on avait vraiment beaucoup de volume de recrutement. Et on savait que c'était sur un temps donné, donc du coup c'était la meilleure option d'avoir un RPO. Je pense que les cabinets vraiment très spécialisés, ça va être les mieux. Pas de très grande taille, de petite taille avec des profils vraiment spécialisés qui vont connaître les métiers sur lesquels ils vont recruter. Même en termes de budget, au final, ça se joue souvent, on se dit on va travailler avec plein de cabinets, de toute façon il n'y a souvent pas de filles, c'est au succès. Mais en fait ces cabinets-là n'ont pas forcément, vu qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'enjeu, ne sont pas forcément aussi impliqués que ceux où finalement on va payer un acompte. Pour la personne, vraiment le recruteur il va être dédié parce qu'il sait qu'il y a un enjeu au niveau financier. Et donc, du coup, on va peut-être payer un peu plus cher les fees de ces cabinets-là. Mais au final, ça se ressent sur la qualité après des profils qu'ils vont nous présenter. Ça serait quoi, du coup, toi, aujourd'hui, ce qui te manquerait aujourd'hui pour que ce soit peut-être encore meilleur? C'est d'intégrer de plus en plus d'intelligence artificielle pour gagner en automatisation. On en a déjà énormément, mais aujourd'hui, on fait quand même une bonne partie des aspects très administratifs manuellement. Même si on est aidé par les outils, c'est encore très manuel. Et plus on aura une technologie fiable, plus on arrivera à la développer et à la mettre en place. Ça fait partie des priorités qu'on s'est fixées là sur la fin d'année, voire début d'année prochaine. Donc on a beaucoup de choses qu'on va développer, mais il faut le temps. Comment tu imagines l'avenir des cabinets ou des outils ou autres dans le recrutement? Je pense que même si on est outillé, il y a quand même une part de très bonne compréhension. Il y a des subtilités qui seront quand même très difficiles à intégrer pour un robot. Donc quoi qu'il arrive, je pense que les cabinets auront leur place, même si la part de la technologie prendra de plus en plus d'ampleur. Et c'est pour ça que pour moi, et même dans l'avenir, j'imagine pas qu'une fonction puisse disparaître de cette manière-là dans ce domaine-là. Est-ce que tu penses que le recrutement est un avantage concurrentiel aujourd'hui, clairement, par rapport à plusieurs sociétés en concurrence? Je suis complètement pour dire qu'effectivement le recrutement et les ressources humaines d'une manière générale sont des domaines très importants et stratégiques pour une entreprise et indéniables pour son déploiement. Si on veut atteindre les objectifs commerciaux, si on veut atteindre des objectifs quels qu'ils soient, si on n'a pas les équipes et les bonnes équipes pour le faire au bon endroit, on n'y arrivera pas. Quand tu travailles dans le numérique, en fait, le recrutement, c'est la base de ton job.
Donc la direction du numérique, c'est d'être recruteur. Et ça c'est une partie inhérente en fait de notre boulot. Il y a bien sûr la création, la réponse en fait aux besoins du client ou aux besoins du citoyen dans mon cas, mais le recrutement, c'est aussi comme ça en fait qu'on va pouvoir déterminer les bonnes équipes et qu'on va pouvoir combiner en fait les bonnes compétences. Donc moi j'arrive pas du tout à comprendre en fait les responsables du numérique qui disent que le recrutement c'est un coût, parce qu'en fait dans ce cas-là ça veut dire qu'ils font pas du numérique. Le recrutement c'est vraiment la base en fait de notre organisation et c'est aussi comme ça en fait qu'on peut définir, développer des projets avec des compétences qui sont par essence complètement variables et qui changent toutes les 2 semaines. Hein. Là avec l'intelligence artificielle, on a vraiment des sauts de compétences en fait de manière ultra régulière. Donc concrètement, le recrutement, c'est une des clés et je pense que c'est même un des points qu'on devrait enseigner à tous les dirigeants en fait, du numérique, de l'innovation et de la tech. Parce que quand on dirige une start-up, quand on est à la direction numérique en fait, d'un grand groupe privé ou public comme c'est le cas pour moi, eh ben, on va faire ça en fait en temps continu. On va faire des budgets, on va faire des fichiers Excel et on va faire des partenariats et aussi beaucoup de recrutement. Donc du coup, voilà, je pense que c'est vraiment une des clés, une des bases en fait du développement. Et quand je rencontre des startups qui se développent, je peux tout de suite vous dire celles qui vont grandir. C'est celles qui ont compris que le recrutement, c'était la clé de positionnement de leurs produits. C'est super d'avoir un bon produit, hein, c'est vraiment génial, mais il faut que quelqu'un le vende ce produit. Et souvent, c'est pas celui qui l'a créé qui va réussir en fait à passer la transmission. Donc, de savoir s'entourer en fait des bonnes personnes, des bonnes compétences, de comprendre que le recrutement, ça doit être quasiment 15 à 20% de son temps en tant que dirigeant. À mon avis, en fait, c'est une des clés de valeur pour le numérique et l'innovation. Le recrutement, c'est presque un avantage concurrentiel. De ce que je comprends, c'est clairement un avantage concurrentiel. C'est clairement un avantage concurrentiel. Objectivement, voilà, si je prends mon cas, moi, la région Île-de-France, on a des magnifiques projets, mais on n'est pas compétitif en fait en termes de salaire. Donc, on va chercher à avoir des avantages concurrentiels qui nous permettent de recruter, et c'est aussi ça qui va faire qu'on va créer des équipes qui vont pouvoir créer des produits qui n'existent nulle part ailleurs. Donc, c'est un avantage concurrentiel, le recrutement, et c'est même un avantage de développement. Les licornes, elles ont une stratégie de recrutement qui est une stratégie offensive, hein. Une stratégie en fait où l'avantage concurrentiel, c'est de considérer que le recrutement, justement, c'est la clé du business, quoi. C'est la base du business. On recrute des compétences, on recrute des personnes qui ont envie de porter le même projet commun, le même idéal. C'est quand même ça, hein, le numérique, on est là en fait pour porter une sorte d'idéal, quoi. Hein. Et ça, voilà, c'est un avantage concurrentiel. Il faut redonner ses lettres de noblesse au recrutement. Il faut accepter que parfois, en fait, c'est un peu difficile, un peu aride et que c'est pas tous les jours facile le recrutement. Mais en fait, il y a quand même des moments qui sont incroyables. Je reçois des candidatures, je vois des gens en fait en entretien et je vois en fait des gens qui vont être avec moi, avec qui je vais travailler. Enfin, il y a un truc quand même formidable à avoir le fit en fait avec des gens en recrutement. Donc le boulot, ça reste quand même une histoire de personnes. Si tu viens le matin pour voir des gens avec qui tu as envie de bosser, et moi c'est la base de mon équipe, hein. En fait si on s'amuse pas, c'est pas la peine de venir bosser, quoi. C'est génial quand même de recruter des gens qui viennent dans une équipe et qui font que c'est encore plus sympa de bosser avec eux que sans eux, quoi. Le Hibou, on est une plateforme digitale qui met en relation des freelances avec des entreprises. Spécialisé plutôt IT, on a fait le choix d'utiliser un peu d'intelligence artificielle pour accompagner la sélection des profils, mais on garde toujours ce côté humain avec des commerciaux ou des RH spécialisés qui vont quand même challenger les consultants, notamment sur la partie soft skills, où une IA c'est quand même plus compliqué, pour garder cette partie humaine. Donc vous avez les deux choix, la partie des intermédiations et la partie qui reste humaine. On est quand même dans un métier d'humain et donc c'est important de garder cette partie-là. Tu penses qu'il faut faire confiance complètement à l'IA dans la présélection de profils? Est-ce que tu penses que du coup l'IA, par son côté assez cartésien dans son approche, risquerait pas peut-être d'écarter des profils qui sortiraient du cadre et qui pourraient être aussi extrêmement intéressants? Si, totalement. On a l'intelligence artificielle, mais on fait toujours des recherches nous-mêmes de notre côté. Parce que bien sûr, il y a des profils qui sont peut-être un peu atypiques, qui ne collent pas sur le papier exactement à ce que vous recherchez, mais qui vont avoir justement cette personnalité ou un background qui colle à votre recherche. Donc oui, malheureusement, on peut avec ce côté très cartésien, passer à côté de certains profils qui sont
qui sont intéressants et qui collent à ce que vous recherchez. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde qui cherche toujours à être plus rapide, plus efficace. Et donc, on va peut-être perdre un petit peu, on va passer de temps en temps à côté de bons profils. Et autre danger que je vois derrière, c'est la standardisation un peu des profils. Et donc, demain, on va peut-être avoir des CV qui sont tous identiques pour passer ces screenings. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté humain qui est pour nous primordial et qu'on ne pourra jamais, en tout cas à date, pas encore passer à côté. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à tes sociétés dans le choix de leur profil? Tu invites plutôt les sociétés avec qui tu travailles justement à sortir des fois du cadre pour aller se laisser surprendre par certains profils. C'est quoi un petit peu ta stratégie par rapport à ça? Une fois que tu as la confiance du client, c'est vrai que de temps en temps, tu ressens quelque chose chez un consultant qui fait que même si sur le papier il colle pas, tu sais qu'il va pouvoir apporter quelque chose au client parce que tu es une analyse qui est externe. Le client, souvent, il a un peu la tête dans le guidon, il va chercher quelqu'un qui colle, on appelle ça le mouton à 5 pattes dans notre métier, mais qui colle toutes les cases. De temps en temps, justement, d'avoir ce petit canard boiteux à côté qui a une vision qui peut être assez différente, va faire finalement évoluer peut-être un peu mieux le projet ou la transformation qu'ils ont autour en allant sur, on va dire, sur un chemin qui est un peu différent, mais peut-être un raccourci. Comment tu ressens le marché? Est-ce qu'aujourd'hui, les startups ont plutôt tendance à aller chercher justement de la flexibilité sur des contrats freelance? Au contraire, elles ont plutôt tendance à essayer de chercher de la rationalité des coûts, donc peut-être aller sur du CDI qui coûterait peut-être un peu moins cher? Il y a plusieurs écoles, encore une fois. Je pense que ce qui est important de noter au début, c'est que les entreprises vont faire appel à des freelances parce que le CDI aujourd'hui, notamment en France, c'est quelque chose qui est très protégé. Donc quand vous avez besoin de quelqu'un pendant 6 mois, 1 an, vous ne savez pas ce que vous allez devoir faire de la personne après. Il y a un risque à prendre quand vous prenez un CDI, c'est que la personne reste et vous devez trouver quelque chose, potentiellement vous n'avez pas. Donc faire appel à un freelance, ça permet cette flexibilité. De plus, ça remplace un peu ce qu'on appelle traditionnellement aussi la période d'essai. On prend un freelance, demain on n'a plus besoin de cette personne, on peut facilement trouver quelqu'un d'autre, le changer, etc. Donc ça apporte énormément de flexibilité, c'est pour ça que les gens font appel à du freelancing. Après, il y a du CDI, mais il y a aussi du cabinet, on va dire, plus traditionnel, de l'ESN, du cabinet de conseil, où là vous avez des gros noms qui sont inscrits sur le marché. Et donc aujourd'hui la problématique, plus que CDI et freelance, c'est CDI ou accompagnement externe. Et généralement aussi dans les accompagnements externes, les entreprises tendance aiment bien prendre des grands noms pour dire si jamais ils se foirent, de toute façon j'ai pris les meilleurs. Bonjour, je m'appelle Alex, cofondateur de SafeOut, une solution de traçabilité et de certification des objets par NFC. Comment tu places le recrutement dans tes préoccupations actuelles et dans ta stratégie future? C'est un enjeu, je pense, hyper intéressant, hyper important, surtout quand on commence à avoir des premiers revenus, une récurrence au niveau des revenus mensuellement, ou alors qu'on a levé directement, parce que du coup on a de la liquidité qu'on peut allouer pour gagner en efficacité, en rapidité et conquérir le marché plus rapidement. Donc tu vas commencer à recruter. Est-ce que c'est une inquiétude pour toi? Est-ce que tu penses que tu vas avoir du mal à le faire? Est-ce que clairement aujourd'hui tu n'y penses pas vraiment? Est-ce que tu as mis en place, ou en tout cas tu réfléchis à mettre en place des stratégies par rapport à ça? Ou clairement tu n'y penses pas forcément et tu penses que ça sera plutôt facile? Nous on a quand même recruté quelques personnes, aujourd'hui on est 6 dans l'équipe, donc il y a quand même des gens qu'on a recrutés. Généralement c'était des gens qu'on connaissait bien depuis pas mal d'années, et donc on était en confiance totale quand on les a recrutés parce qu'on savait qui ils étaient. C'est plutôt pour la suite justement quand on va devoir recruter une grosse équipe, où là peut-être oui le questionnement va venir, parce que tu peux pas vraiment tout le temps être sûr de la personne que tu recrutes, c'est compliqué, hein, c'est de l'humain, donc il y a cet enjeu, oui. Et pour la stratégie, une chose à la fois, voilà, c'est pas trop ce qu'on a regardé tout de suite, donc, voilà. Est-ce que tu as déjà réfléchi à l'impact que pourrait avoir un mauvais recrutement ou un bon recrutement dans l'avenir de ta boîte? Alors mais complètement, j'ai même des amis start-upers qui ont eu des très gros problèmes avec des mauvais recrutements, ça allait jusqu'au prud'homme, etc. Et parfois pour pas grand chose, vraiment même rien. Et en fait oui, ça plombe vraiment l'ambiance, ça plombe le moral. Quand on a une entreprise, surtout en early stage, c'est très important d'avoir la solidité d'esprit pour avancer. Donc oui, ça peut complètement ruiner l'avancée d'une boîte. Et même pour un bon recrutement, ça peut améliorer le produit de manière exponentielle. On l'a fait nous-mêmes, on a recruté des gens qu'on connaissait bien au début, et le produit en quelques mois seulement, il était complètement fini. Tu te sens formé sur la question du recrutement en tant que dirigeant? Est-ce que tu penses que c'est une des palettes des connaissances que doit avoir un dirigeant ou pas? Oui, je pense quand même que tu dois avoir un minimum dessus. Je pense que
j'ai quand même des choses à apprendre. De toute façon, je pense que personne ne pourra dire oui, je suis paré à 100% sur le domaine. Donc évidemment, oui, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, je pense, au niveau du recrutement. Surtout quand on sera vraiment dans cette phase plus intense, on se portera plus dessus, quoi. Dans 5 ans, tu vois le recrutement de quelle manière? Tu te vois recruter de quelle manière? Alors, comme il y a de l'humain derrière, c'est bien de mettre des technologies en place, etc. Mais n'oublions pas que ça reste de l'humain. Et donc, c'est plus compliqué, je pense, à prédire que d'autres marchés, où là, vraiment, pour le coup, on sait où on va parce que les avancées sont technologiques. Je suis Julie Albège, je suis directrice de la communication de Malte pour la France et chargée des relations presse au niveau global pour le groupe. Comment tu imagines l'avenir dans ces sujets de recrutement? Il y a une tendance qui est très forte, c'est que le freelancing explose en France et en Europe depuis déjà plus de 10 ans. Et donc les tendances de demain, elles vont déjà sur le fait que tous les métiers de plus en plus se freelancisent et évidemment toutes les spécialités tech, data, c'est là où les gens se mettent de plus en plus en freelance et donc les expertises tech, IA sont les plus recherchées aujourd'hui par nos clients. On a la sensation, nous, des tours et des échanges qu'on a eus, qu'il y a effectivement de plus en plus de candidats qui postulent. Donc on a un flot, on va dire, d'entrants qui est de plus en plus grand et j'ai l'impression que la problématique des sociétés aujourd'hui, c'est comment dans ce flot-là on évalue le meilleur profil, comment on détermine qui est la bonne personne. On a des gens qui nous parlent de l'IA, il y a des gens qui ont peur de l'IA justement pour son côté un peu trop sélectif dans l'approche. Comment vous imaginez l'IA à l'avenir? Est-ce que c'est un frein, un avantage? Enfin, comment tu le positionnes du coup ça? Alors là-dessus, Malte travaille évidemment l'IA depuis plusieurs années, depuis 2019, on a déjà une équipe IA en interne et l'année dernière, en novembre, on a lancé AI Search. Donc concrètement, ça veut dire que sur la plateforme, quand vous cherchez un freelance, en tant que client, vous n'avez pas toujours la définition de votre besoin précis. Et donc du coup, on va les aider à travers certains mots-clés à faciliter le matching entre leurs besoins qu'ils définissent parfois avec quelques mots-clés. C'est pas aussi explicité dans une job desk avec le freelance qui va bien. Et donc ça, de plus en plus, on accompagne nos freelances à optimiser aussi leur profil pour faire ressortir leurs compétences, les mots-clés qui correspondent à ce qu'ils font avec le besoin que le client va exprimer. Et donc l'IA, nous permet sur une plateforme qui fait quand même du matching, d'optimiser ce matching et qu'on passe de plusieurs minutes, voire parfois heures à trouver le bon freelance à en quelques secondes. On vous propose d'ailleurs 6 profils sur la plateforme. Vous cliquez, si ça vous plaît pas, on vous en propose d'autres. Et donc l'IA, nous a permis vraiment d'optimiser le matching. Et aujourd'hui, plus de 60% de nos clients cherchent des freelances grâce à cet outil d'AI Search. C'est la fin de notre visite, on a appris plein de choses, on a échangé avec énormément de sociétés. On a notamment pu voir du coup à quel point l'intelligence artificielle est un sujet qui aujourd'hui occupe beaucoup les pensées de beaucoup de sociétés, mais à quel point aussi on a conscience que l'intelligence artificielle ne réglera pas tous les problèmes et l'humain restera toujours l'élément central à tout ça. Enfin, bref, on a appris plein de choses, ça a été extrêmement enrichissant et j'espère que vous avez vous aussi appris des choses à travers tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, à continuer à nous suivre sur les réseaux et on se dit à bientôt sur scaler.co.